Donc, guide de la tâche et son aménagement. Je t'amène tout de suite, contenu de la présentation. Donc, aujourd'hui, on va regarder un petit peu quels sont les objectifs visés par cette nouvelle tâche. Comment se fait la confection annuelle de cette tâche, les portions qu'on appelle la tâche éducative qui demeurent identiques et ce qu'on appelle maintenant les ATP, que vous allez voir après les explications, qui est tout simplement la partie qu'on appelait avant les autres tâches et la tâche de nature personnelle, qui change d'appellation, mais dans le fond, ne change pas vraiment. Il y a beaucoup de changements au niveau de la nomenclature, des manières de nommer la tâche, mais vous allez voir que sur le fond, il n'y a à peu près pas de changement pour la tâche. Il y aura la confection de l'horaire et la présence à l'école, et ensuite les dispositions d'interprétation, donc des mécanismes qu'on va mettre en place afin de s'assurer une transition qui se veut harmonieuse par l'ensemble des parties. Donc, pour les objectifs visés, donc, attendu l'importance de valoriser. OK, donc là, avant de poursuivre tout de suite, deux éléments. Il y a un document paritaire qui a été produit ici qui s'appelle le guide sur la tâche, donc qui est disponible sur le site du SEBL. Ça a été produit par la FAE et le comité patronal de négociation. Donc, l'objectif, c'était de produire un guide qui accompagnerait les parties, donc à la fois les directions, les gestionnaires, ainsi que les enseignants dans je pourrais dire ça, dans l'utilisation, la manipulation de la tâche, donc des grands éléments. Donc, ça, c'est le premier outil de référence. Le deuxième outil de référence, c'est la convention collective, la nouvelle convention collective. Puis, je vais attirer votre attention que les objectifs visés que vous voyez à la page présentement sont tirés de l'annexe 56. Annexe 56 que vous allez trouver à la page 377. Pourquoi je vous parle de l'annexe 56? Parce que l'annexe 56, elle est hyper importante parce que les parties ont voulu mettre une lettre, donc une annexe, qui s'appelle une lettre d'entente relative à la tâche. Et le but de cette lettre-là, c'est que tout le monde comprenne l'intention qui était derrière les changements qui ont été effectués dans la tâche. Okay? Donc, si jamais il y avait une difficulté d'interprétation, un arbitre pourrait se référer à la lettre, puis ainsi aller voir qu'est-ce que les parties voulaient faire lorsqu'ils ont changé les paramètres de la tâche et donc d'aider à la compréhension. Donc, ça, c'est hyper important. Puis, je vous invite à retenir les attendus qui sont là parce qu'ils éclairent vraiment l'objectif qui était visé. Donc, dès le premier, on regarde attendu l'importance de valoriser la profession enseignante, favoriser l'attraction et la rétention d'enseignants qualifiés et de reconnaître leur professionnalisme. Ça, imaginez, c'est le premier attendu. Quand on veut changer la tâche, là, on voulait valoriser la profession d'enseignant. On voulait que les profs restent, les jeunes enseignants, à l'attraction, la rétention. On voulait que les enseignants restent dans cette profession-là. Puis on veut reconnaître leur professionnalisme. Donc, les trois grands thèmes qui sont déjà dans le premier attendu sont super importants. Le deuxième, attendu l'importance de reconnaître l'autonomie professionnelle. Déjà, ces mots-là, c'est la première fois qu'ils font leur entrée dans la convention collective, puis en plus, ils sont associés à la tâche. Donc, des enseignants dans l'accomplissement de leurs fonctions et leurs responsabilités d'enseignants. Entendu la volonté des parties de ne pas augmenter ou alourdir la tâche des enseignants. Okay? Fait que ça, là, il est hyper important, celui-là. Moi, je vous invite à prendre vos feuilles de tâches que vous avez eues les années précédentes, là, puis toujours vous baser là-dessus. Puis si la direction veut vous rajouter des éléments tout en diminuant la reconnaissance de cette tâche-là, bien, vous pourrez toujours vous référer au troisième attendu, puis leur dire, bien, l'objectif, ce n'était pas de rentrer plus d'affaires dans le moins de minutes possible. C'est exactement le contraire. On ne voulait pas augmenter ou alourdir la tâche. Donc, le fait de transférer la tâche d'une tâche minutée sur un cycle à une tâche qui est sur une base annuelle, l'objectif, ce n'est sûrement pas d'ajouter plus d'éléments, mais au contraire, de nous permettre d'avoir un meilleur contrôle de notre propre tâche, de le redonner à nous, et ça n'appartiendra donc plus à la direction. Ensuite, vous avez deux autres attendus. Attendu l'importance de distinguer la tâche enseignante de l'horaire de travail dans l'entente. Donc ça va être quelque chose que nous, on va devoir aussi garder en tête. Il y aura la tâche et il y aura l'horaire de travail. Donc, pour les gens au secondaire, vous allez voir, là, vous avez fait un grand pas parce que depuis les 2 dernières années, nous avons une entente sur les coupures de traitement qui fait en sorte que vous avez que les éléments là, qui reviennent à chaque semaine, qui sont placés à votre horaire, et les autres éléments n'appartiennent plus à l'horaire de travail. Ça va ressembler beaucoup, sur certains aspects, ça va ressembler à ce que vous vivez depuis les 2 dernières années. Donc, on garde en tête
La tâche, c'est une chose, puis l'horaire de travail, ça, c'est du lundi au vendredi, c'est une autre affaire, puis il n'y a pas nécessairement de corrélation parfaite entre les deux. Et ensuite, le dernier attendu, la volonté des parties d'éviter certains litiges concernant la tâche enseignante. C'est toute la dernière portion, donc le mécanisme de résolution de conflits. S'il y a des difficultés entre un enseignant ou un groupe d'enseignants et la direction sur la reconnaissance de certains aspects de la tâche, il y aura maintenant possibilité de faire appel à un mécanisme entre le syndicat et le centre de service, mais qui pourrait aller jusqu'à Québec, on peut peut-être vous expliquer ça tantôt, dans le but de trouver la meilleure reconnaissance possible. Donc, on pourra comme faire appel aux décisions de la direction. Donc, dans les grands changements, donc malgré les changements sur la forme, le fond de la tâche est demeuré identique. Okay? Il ne faut pas avoir peur de ça. On distingue maintenant la tâche de l'horaire, j'en ai parlé tantôt. Et il y a maintenant l'introduction d'une obligation d'une consultation annuelle sur toutes les activités professionnelles autres que les cours et leçons. Donc, vous vous rappelez que dans les dernières années, souvent, on nous présentait à l'intérieur là, du CCEE, les écoles secondaires, la plupart des écoles secondaires fonctionnent avec un CCE, on nous présentait une feuille de tâches. On pouvait émettre des commentaires, mais ça appartenait à la direction de décider ce qu'elle reconnaissait pour certains comités, etc. Bien, maintenant, il y aura une véritable consultation collective en premier lieu sur qu'est-ce qui rentre dans les activités professionnelles. On poursuit donc les grands changements. En passant, je ne vous ai pas dit, dans la colonne à votre gauche du document qui a été déposé dans le chat, vous avez le guide. Quand on fait référence au guide, c'est vraiment le guide, celui-ci, sur la tâche. Okay, FAE, conseil patronal. Donc, vous avez les références, donc les pages 6 et 7. Donc, c'est beaucoup basé évidemment là, sur le guide d'application pour construire la présentation de ce soir. Donc, la présence de 32 heures par semaine à l'école, qui correspond à 1200 heures annuellement. Ça, c'est notre 32 heures. Vous vous rappelez, donc, il y a eu une reconnaissance que sur notre 32 heures, il y aurait maintenant 2 heures par semaine qui se fera au lieu déterminé par l'enseignant. Donc, le total de notre tâche annuelle que l'on devra accomplir l'an prochain, ça sera 1280 heures en moyenne. Il y a 2 heures que l'on peut faire à la maison, ce qui nous donne un total de près 1200 heures que l'on va faire à l'école. Comprenez tout de suite qu'il n'y a pas personne qui va faire, s'il ne le veut pas, 30 heures à l'école. Okay? Parce que vous avez toujours des rencontres de parents. Lorsque vous avez une rencontre de parents, vous ferez peut-être 40 heures cette semaine-là. Et si vous faites 40 heures cette semaine-là, il va falloir que vous en fassiez 25 puis 26 dans les semaines suivantes pour compenser le 40 heures que vous avez passé lors de la rencontre de parents. Quand vous avez une rencontre collective qui dure 2 heures, bien, peut-être que vous faites 34 heures cette semaine-là. Cette variation-là, ça va appartenir à l'enseignant de le gérer, mais aussi de le récupérer dans la semaine suivante. Le premier message que je veux vous envoyer, c'est que si vous avez connu la tâche avant l'année 2003, c'est-à-dire c'était l'introduction de mémoire, c'était l'annexe 49 ou 56 dans ces eaux-là qui nous a donné le fameux TNP, puis la reconnaissance liée à l'équité salariale dans lequel notre ancien syndicat avait accepté de faire passer la semaine régulière de travail à 32 heures. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On rentrait, on faisait nos cours et leçons. Il y avait des comités qui apparaissaient à la tâche. Et toutes les autres, on décidait quand est-ce qu'on rentrait à l'école, quand est-ce qu'on quittait l'école pour les autres moments. Ça va ressembler, vous allez voir, la nouvelle tâche pas mal à ça. Donc, la mise en place d'un mécanisme spécifique, j'en ai parlé tantôt. Puis le troisième, plutôt que d'être composé de 3 sections, la tâche sera désormais divisée en 2 parties, ce qu'on appelle la tâche éducative, pas de modification, et ce qu'on appelle les autres tâches professionnelles, donc les ATP à partir de maintenant. Au niveau de l'année de travail, pas de modification non plus. Elle comporte toujours 200 jours de classe. Et là, on est venu préciser pour la première fois dans une convention collective que l'année d'un prof, l'année scolaire d'un enseignant, elle est basée sur 200 jours qui est composée de 180 jours de classe et de 20 journées pédagogiques. Si vous regardez les conventions collectives antérieures, la notion de journée pédagogique, elle existait au niveau de la consultation, mais il n'y avait rien dans le calendrier qui supposait que ça existait. C'est juste qu'on est payé pour 200 jours de travail. Fait que là, on est venu préciser dans la nouvelle entente que c'est composé de ces 20 jours pédagogiques et de 180 jours de classe. Quand on va confectionner notre tâche, il faut le faire maintenant sur une base annuelle, je le rappelle. Donc, on va utiliser notre 180 jours de classe, ce qui équivaut à 36 semaines.
Puis les 20 journées pédagogiques, ça correspond à 4 semaines. C'est comme ça qu'on va construire la tâche. Donc, si je suis dans un comité en présence élève, je vais utiliser le multiplicateur de 36 pour arriver à mon total annuel. Lorsqu'on va parler des journées pédagogiques, bien, elles sont déjà fixées dans notre convention collective au niveau local et ça tombe bien. Au niveau national, ils ont utilisé le même diviseur, ils arrivent au même résultat, c'est-à-dire 5h24. Donc, ce 20 jours pédagogiques, il est déjà prévu dans la convention avec un nombre précis. Donc, il va être juste ajouté à votre tâche. On n'a rien à faire avec ce bout. Donc, la semaine régulière de travail, donc, variation du nombre d'heures de présence à l'école d'une semaine à l'autre. Ça, c'est ce que je vous avais dit tantôt. Hein? Il est possible qu'une semaine, on fasse 34, 35, 36 heures, parce qu'on a un projet particulier. Puis, dans les semaines suivantes, bien, on a fait 25, 26, 27, parce que c'est ce qu'on a besoin de faire. Fait que là, ça va appartenir désormais à l'enseignant de déterminer sa présence à l'école dans les moments où il est libre. Okay? Fait que ça, c'est hyper important. Ça avait même été nommé au niveau de la table de négociation, et ça, c'est un exemple qui avait été donné par la partie patronale, mais je trouve que ça illustre très bien l'esprit. Il avait dit à la partie syndicale, il avait dit, écoutez, nous, là, de la manière que l'on voit la tâche, c'est que l'enseignant, là, mercredi à la deuxième période, une période libre. Ça y tente de mettre ses souliers de running, puis d'aller courir un 20 km dans sa période. 20 km peut être excessif. Un 5 km dans sa période libre, de revenir à midi, de dîner, puis après ça, aller faire sa troisième. Bien, il n'y aura plus personne qui va dire où est-ce que tu étais. OK? Ça appartient à l'enseignant de gérer son temps. Fait que si ça vous tente jeudi à la troisième période d'aller faire votre épicerie, bien, vous pourrez le faire et vous n'aurez pas de compte à rendre à personne. Vous n'aurez pas de compte à rendre sur les heures d'entrée, vous n'aurez pas de compte à rendre pour les heures de sortie. Cependant, il y a une contrepartie à ça, contrepartie qui existait déjà à la convention collective depuis minimum les années 80, c'est qu'il est toujours possible pour une direction de requérir la présence d'un enseignant à l'école. Donc, par exemple, je un exemple. Bon, on va peut-être le voir plus tôt, mais il y a quand même cette possibilité. C'est vrai, il est détaillé un petit peu plus tard dans la présentation. Il est toujours possible pour une direction de dire, ben, je vois Bruno, j'ai besoin, Bruno, de te voir tel jour, telle période. Fait que je te l'annonce d'avance, puis tu dois être présent, évidemment. Bien, ça, c'est en respect, évidemment, du nombre des heures annuelles qui ont été établies. Puis, il n'y a aucun changement au niveau de l'amplitude. Nous avons fait une fiche syndicale. Elle est toujours valide, cette fiche syndicale-là. Donc, l'amplitude, c'est la patinoire dans laquelle la direction te dit, ben, cette année, je pourrais te convoquer entre telle heure et telle heure, mais ça ne peut pas dépasser ces 35 heures-là par semaine. Si ça, on reviendra, mais ça occupe plus la tâche, je vous dirais, individuelle que la tâche collective à ce moment-ci. Donc, notre composition de tâches, tableau avant et après, donc ce qu'on a connu jusqu'à cette année, puis au secondaire, je vous dirais, jusqu'à il y a 3 ans, c'est que nous avons toujours notre tâche éducative. L'année prochaine, il n'y aura pas de changement. Elle va toujours s'appeler la tâche éducative. Et pour la portion cours et leçons, bien, elle va continuer à être calculée par cycle ou par semaine selon ce que vous avez dans votre milieu. Donc, il y a l'adaptation scolaire qui fonctionne beaucoup du lundi au vendredi pour certains niveaux. Puis pour les enseignants réguliers dans la plupart des écoles, bien, c'est tout un cycle de 9 ou 10 jours. Donc ça va demeurer. Le calcul des cours et leçons se fera aussi en cycle de 9 ou 10 jours comme avant. Au niveau des autres éléments de la tâche, bien, notre tâche complémentaire, ce qu'on appelait notre autre tâche, le temps de nature personnelle, notre TNP, et les journées pédagogiques deviennent toutes insérées dans ce qu'on appelle maintenant les ATP. Donc, tout ça sera regroupé dans cette appellation-là. Donc, les 3 demeurent, mais c'est juste qu'ils vont porter un autre nom. La tâche éducative, donc, total de 720 heures au niveau annuel. Donc, on se rappelle, sur 1280 heures qu'on a à faire dans notre tâche d'enseignant par année. Il y en a 80 qu'on enlève. C'est les 2 heures de TNP qu'on peut faire à la maison. Il nous reste 1200 heures qu'en théorie, on fait à l'école. La portion de tâches éducatives, il n'y a pas une minute qui s'est rajoutée à ça par rapport aux années précédentes. Donc, on va toujours faire le même nombre. On va faire notre 24 périodes. Certains vont faire 26 périodes. Puis, on va encore avoir de la tâche éducative complémentaire à faire, comme on l'a toujours fait. Donc, on voulait rappeler que la tâche éducative, ça comprend des choses bien, bien précises. Ce sont nos cours et leçons, la surveillance, sauf l'accueil et déplacement, la récupération, la notion d'encadrement et les activités étudiantes.
Tout ça regroupe ce qu'on appelle la tâche éducative. Ensuite, ce qu'on appelle les ATP. Les ATP sont au nombre, eux, de 560 heures. Elles sont composées de 7 heures par semaine de TCA, de tâches complémentaires, de 5 heures de TNP, puis fois 40 semaines, plus les journées pédagogiques. Le TNP, lui, se calcule sur 40 semaines, mais comme le TNP, c'est la tâche de nature personnelle, et c'est nous, qui en grosse partie, détermine quand est-ce qu'on le fait, puis qu'est-ce qu'on fait dedans. C'est plus ou moins utile là, de le préciser là, dans un horaire. Fait que ça n'apparaîtra plus jamais dans un horaire, ce qu'on appelle le TNP. Donc, la nouvelle terminologie autre tâche professionnelle est utilisée pour désigner ce qu'on appelait la tâche complémentaire et le temps de nature personnelle. Ici, vous avez un défilé d'exemples de ce qui rentre dans les ATP. Et moi, je vous dirais, essayez de vous battre le plus possible pour que l'ensemble de ces éléments-là, il y ait une reconnaissance dans la portion qu'on appelle la tâche complémentaire et non dans le TNP. Fait que surveillance de l'accueil déplacement, allez essayer d'aller chercher ce qu'il y a, par exemple, entre la première et la deuxième. Si vous avez 15 minutes de pause, 20 minutes de pause, tentez d'aller chercher le maximum. Okay? Donc, l'ensemble de la pause. Si vous avez, par exemple, des déplacements en 2 locaux différents, sur 2 étages différents, ça devrait être assez facile, minimalement dans la consultation individuelle, de dire, ben, tu m'assignes à 2 locales, il faut que je transfère tout mon matériel puis j'aille m'installer dans l'autre. Je veux que tu me reconnaisses plus de temps dans mon accueil déplacement. Fait qu'allez grignoter le plus de minutes possible dans cet élément-là. Ensuite, il va toujours avoir des rencontres puis des réunions, des rencontres collectives, de cycles, de niveau, de matière, etc. Donc ça demeure dans la tâche complémentaire. Devrait pas, des réunions avec les parents, ce n'est pas des rencontres de parents, mais par exemple, j'ai un retour de suspension mardi matin. Bien, ça, c'est une rencontre avec un parent puis avec la direction, etc. Donc ça rentre dans mes autres tâches. Ensuite, les échanges, les suivis, la communication. Donc, tous les courriels de la direction, toutes les communications avec les directions, toutes les rencontres avec la direction, ça devrait être prévu dans un onglet précis. Ensuite, communication avec les parents. Donc, exiger d'avoir du temps reconnu là, avec les parents. Donc, on a beaucoup de courriels. Hein. C'est beaucoup moins des téléphones qu'on a à faire que des courriels qui arrivent à toute heure du jour. Donc, demander d'avoir une reconnaissance suffisante pour la communication avec les parents. Puis si on vous demande, par exemple, d'avoir des rencontres, par exemple, que ce soit avec la TES, que ce soit avec le psychologue, parce que vous avez des élèves qui ont des difficultés qui sont particulières, à ce moment-là, vous aurez à mettre des heures aussi avec ces personnes-là. Si vous faites partie de comités conventionnés ou non, donc, tantôt, on a parlé du CCE, mais les comités EHDA, comités de perfectionnement. Si vous avez un comité du BAL, par exemple, ça va être plus des activités étudiantes. Mais tous ces types de comités-là devraient être reconnus dans les autres tâches à la hauteur réelle qu'elles prennent. Okay? Et c'est pour ça qu'on vous consulte. Fait que si vous avez un gala, par exemple, méritage, bien que c'est un exemple de la tâche éducative, puis vous le savez, c'est un gros gala que vous organisez à l'école, puis la direction vous reconnaît 20 heures par année, mais en réalité, ça en prend 50. Mais au moment de la consultation collective et individuelle, bien, ça vous appartiendra de répondre que la véritable reconnaissance, c'est 50, c'est pas 20 puis 25. Et après ça, il y aura tout qu'un mécanisme là, si on veut contester la décision de la direction. La planification, la préparation, la correction, c'est la première tâche d'un enseignant, c'est de planifier, de préparer des cours à donner à ses élèves. C'est la première attribution d'un enseignant. On considère que la tâche complémentaire devrait reconnaître que planifier, préparer puis corriger devrait être reconnu pour tous les enseignants. Puis je vous invite, là, lors de la préparation de la consultation collective, de penser aussi à nos nouveaux enseignants qui rentrent. Un enseignant qui rentre pour la première fois dans le milieu scolaire a tout à planifier. On devrait lui reconnaître plus de temps. Je sais qu'il y a des dispositions qui touchent l'insertion professionnelle, mais il ne faut pas les oublier. Si on a des collègues, par exemple, qui arrivent, qui se retrouvent avec 3, 4, 5 planifications différentes, bien, théoriquement, moi, je pense qu'ils méritent d'avoir une planification supérieure. En tout cas, qu'on prenne une attention et qu'on dise, ben, peut-être que toi, là, t'as demandé de siéger sur 3 comités, c'est peut-être pas l'essentiel. Cette année, l'essentiel, c'est de la préparation de tes cours, sa préparation. N'hésitez pas à faire des demandes pour que ça soit reconnu. Si vous assistez à des formations, ça devrait en faire partie. Si vous avez de la suppléance d'épanage, donc quelque chose qui a été mis en place dans certaines écoles secondaires cette année,
bien, ça, on vous demande, par exemple, de fixer à l'horaire, par exemple, les jours 1 à la période 1, une période de disponibilité. C'est nécessairement, vous êtes requis par la direction. Ce n'est pas du TNP. Ce n'est pas de la tâche de nature personnelle, c'est de la tâche complémentaire. Vous attendez du travail. Et si la direction n'a pas besoin de vous, bien, vous serez disponible pour faire autre chose en attendant. Mais si on vous convoque ensuite pour de la suppléance d'épanage, bien, ça sera payé, là, évidemment, en temps supplémentaire. Donc, répartition des heures annuelles pour chacune des composantes. Donc, la tâche éducative, ici, on le voit bien. Donc, les cours et leçons, ça va vous donner un total de 615 heures. Ça, c'est notre 17h05 par semaine fois 36 semaines. C'est notre équivalent, là, ça, c'est du temps moyen, là, mais vous aurez à faire là, la transition, par exemple, un 24 périodes, 9 jours. Vous le multipliez par 20 cycles, hein, parce que je l'ai calculé tantôt, là, 180 jours divisé par 9, ça nous donne 20 cycles. Okay? Fait que 24 périodes fois 75 minutes. Vous pouvez faire cette multiplication-là et vous avez vos heures à la fin. Mais ça, c'est un automatisme. Les autres tâches éducatives, notre TEC qu'on a toujours appelé, ou notre ABC dans certaines écoles, donc c'est 105 heures, quand on est à peu près à 24 périodes, donc 2h55 fois 36 semaines, ce qui nous donne notre 720 heures en présence élève, comme on a toujours fait, mais converti de manière annuelle. Ensuite, nos autres tâches professionnelles, nos ATP, bien, on a d'autres activités professionnelles, un total de 252 heures, donc c'est 7 heures par semaine fois 36 semaines. N'oubliez pas, hein, il y a de l'accueil déplacement, il y a plein d'affaires qui entrent là-dedans. Vous avez vos journées pédagogiques qui font partie des ATP. C'est 108 heures, vous n'avez rien à calculer. Tout le monde a 108 heures à faire en journée pédagogique, fait que c'est un automatisme. Puis ce qu'on appelle le travail personnel, vous allez voir, le TNP devient le travail personnel. Ben, c'est 200 heures, 5 heures fois 40 semaines qui sont reconnues. Donc, ton sous-total d'ATP, c'est 560 heures. Ton sous-total en tâches éducatives, c'est 720 heures, ce qui va donner à tout le monde 1280 heures. C'est notre tâche sur une base annuelle. Donc, notre fameux TNP. Donc, le travail, maintenant, qu'on appelle le travail personnel, fait partie des ATP, mais la définition demeure la même. Donc, la définition du TP est la même que l'on connaissait pour le TNP. Donc, on revient sur les grandes lignes. C'est l'enseignant qui détermine le moment et le travail qu'il accomplit au cours de ses heures. Ça appartient exclusivement à l'enseignant, ce qu'il fait au niveau de ses 5 heures de TNP. Il y a 80 heures qui sont au lieu déterminées par l'enseignant. Sentez-vous à l'aise d'aller corriger sur le bord de votre piscine. Ça sera permis à partir du 24 août, si c'est ce que vous décidez. Tant que la tâche est faite à la fin de la semaine, c'est ça qu'on veut maintenant. C'est vous autres qui le déterminez. Les 200 heures annuelles incluent le temps reconnu pour les 3 périodes de parents et les 10 rencontres collectives. Puis, ce qui est ici, là, le changement, vous pouvez mettre un X là-dessus, ça ne s'applique que pour les gens du secondaire, pas du secondaire, là, mais c'est surtout pour les gens du primaire. Et si vous avez un dîner qui est long, par exemple, si on avait un dîner, par exemple, d'1h15, ça pourrait arriver dans certaines écoles à cause du transport, bien, sachez que vous avez 50 minutes pour dîner, mais tout le temps entre ces 50 minutes-là et le 25 minutes qui reste, si vous décidez que vous voulez travailler, ça vous appartient maintenant. Ça te tente de prendre 75 minutes de dîner, ça t'appartient. Si tu préfères faire du travail parce que tu fais des photocopies, puis tu fais ci, puis tu fais ça t'appartient aussi de décider ce que tu fais de cette portion-là. Avant, la convention collective, elle disait, tu fais ton 50 minutes de dîner, puis la portion excédentaire, c'est maximum 2 heures que tu peux récupérer sur ton heure de dîner par semaine. Okay? Fait que comme maintenant, c'est nous autres qui gérons notre tâche à chaque semaine, bien, ce plafond de 2 heures n'existe plus. Okay? Fait que vous avez pu vous en tenir compte. Vous décidez comment vous faites votre tâche. Confection de la tâche annuelle. Donc, comment on va arriver à construire cette tâche-là? Mais il y aura 2 étapes. La première étape, comme je disais tantôt, plusieurs écoles sont déjà dans cette portion-là. Il s'agit de l'étape 1 de la consultation collective annuelle. Donc, on aura à recommencer ce processus à chaque année. Et l'étape 2, on va voir plus en septembre, qui doit se compléter avant le 15 octobre, c'est la consultation individuelle qui doit se faire également annuellement. Donc, l'étape numéro 1, à poursuivre, consultation collective. Donc, par le biais de l'organisme de participation, notre CCE ou notre Assemblée générale,
la direction doit procéder à la consultation sur 2 éléments: les activités de la tâche éducative et le temps nécessaire à la réalisation. Elle devrait faire la liste là, de je vous propose là, de reconnaître, par exemple, un minimum de 2 récup pour tous les profs. 2 fois 60 minutes, ça va faire 120 minutes. Donc, on fait fois 36. Donc, 2 heures fois 36, ça va nous donner 72 heures que je reconnais à tout le monde pour faire de la récup. Y a-t-il de la surveillance? Je vais demander, par exemple, un minimum là, de 30 minutes de surveillance parce qu'à l'école, on a bien des besoins en surveillance. Fait qu'elle va le marquer là-dedans. Ça, c'est facile, c'est du temps réel. Ensuite, qu'est-ce qu'on. Le gala Méritas. N'importe quelle activité étudiante qui se fait avec les élèves va rentrer là-dedans, puis vous pourrez regarder pour voir est-ce que ça correspond à la réalité. Donc, c'est l'occasion maintenant là, de venir corriger certaines erreurs qu'il y a eu ou certaines injustices, j'aurais tendance à dire. Un des mots d'ordre que je vais vous lancer aussi cette année, là, en vue de l'an prochain, c'est la notion de l'encadrement. Il y a encore dans certaines écoles secondaires un refus de la direction de reconnaître l'encadrement qui est prévu à la convention collective au chapitre 8. Vous allez voir le 8.6 pour la définition de l'encadrement. Au primaire, on reconnaît 30 minutes minimum à tous les enseignants par semaine. En fait, faites la corrélation là, sur un cycle de 9 jours. Je pense que ce n'est pas excessif de demander une reconnaissance de l'encadrement d'1 heure au niveau du secondaire. Donc, gênez-vous pas. Demandez 36 heures de reconnaissance pour l'encadrement à tout le monde. Attendez la réponse de la direction, puis si on voit qu'elle est injustifiée, comme je vous dis tantôt, il y a un mécanisme pour lequel on peut contester les décisions de la direction. L'autre portion que la direction devra vous consulter, c'est sur les ATP. Donc, il n'y a pas la portion travail personnel parce que ce 200 heures-là nous appartient, fait qu'il n'y a rien à dire là-dessus, mais il reste le 7 heures par semaine, qui, je ne me rappelle plus du chiffre, là, je retourne voir, là, mais c'est ce bout-là, donc, et le temps nécessaire à la réalisation. Fait que ça devrait vous consulter. On a-tu, par exemple, des rencontres par cycle? On a-tu des rencontres niveau? On a-tu des rencontres pour parler, par exemple, de cas d'élèves? Est-ce qu'on a certains comités qui se réunissent? Par exemple, ça pourrait être le comité, j'ai dit tantôt, perfectionnement, EHDA, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comité stagiaire, par exemple. Des fois, ce n'est pas des comités qui se rencontrent nécessairement 14 fois par année. Souvent, par exemple, le comité de perfectionnement, nous, à l'école, se rencontrait au besoin. Okay? Fait qu'il y avait peut-être une quinzaine de rencontres. Ça ne durait pas 1 heure, là, mais des fois, c'était 30 minutes, des fois, c'était un petit peu plus long, des fois, c'était un petit peu plus court. Ça dépendait du nombre de demandes que le comité avait. Donc, tout ça, il va vous demander combien de temps est-ce qu'on devrait reconnaître pour chacune d'entre elles. Il devrait vous proposer un temps, donc j'imagine l'historique de votre école. Et là, à ce moment-là, vous pourrez bonifier ou réduire la reconnaissance. Donc, cette consultation se fait annuellement et le temps nécessaire est établi en année par année scolaire. C'est cette conversion-là qu'on devra apprendre à se familiariser avec. Donc, étape 1, consultation collective. Ça, c'est des chiffres, je vous rappelle tout de suite, à titre indicatif seulement. On a donné des exemples. Si, par exemple, l'encadrement, si on dit que c'est 30 minutes, mais ça représente 9 heures annuelles. Si on a de la récupération, puis on se dit, nous, on va donner 150 minutes, on le convertit 45. Pour la surveillance de l'accueil des placements, on a mis un 15 minutes, mais habituellement, ça roule autour. Là, je pense que c'était. Bruno, corrige-moi non, là, je te vois. Est-ce que c'est 250 qu'on reconnaît dans la plupart des écoles pour l'accueil des placements? On est-tu autour de ça pour un cycle de 9 jours? Te rappelles-tu? J'avais 360 en tête. 360. 360, c'est donc 15 minutes par cours. Théoriquement, le minimum, il ne peut pas avoir, et ça, c'est par des jugements d'arbitrage, vous ne pouvez pas tomber en bas de 10 minutes par période. Si vous avez 24 périodes à l'horaire, c'est impossible d'avoir en bas de 240 minutes par cycle de 9 jours, parce qu'on doit avoir 5 minutes avant, 5 minutes après, et ça, c'est un minimum qu'on ne peut pas aller en deçà de ça. On vous a donné d'autres exemples, le finissant. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de détailler les lignes une par une et d'éviter des gros regroupements. Dans la proposition que j'ai vue de la part de certaines directions, c'est je vais vous faire un gros regroupement, courriel, communication, besoin de la direction, etc., etc., etc. Puis là, je vais reconnaître 50 heures là-dedans. Là, on finit par plus savoir qu'est-ce qui est rentré dans ce bloc-là. Fait que décortiquez vos blocs et faites des propositions de temps pour chacun des éléments à l'intérieur de ce bloc-là. Donc, on évite
des gros regroupements. Je poursuis. Donc, vous avez ici un autre exemple. Là, celui-ci, on vous l'a fait là, par cycle pour vous donner une conversion. Donc, vous voyez ici, rencontre de niveau, par exemple, on l'a décortiqué. Rencontre niveau, rencontre matière, etc. Les comités, on les a aussi décortiqués. Donc, c'est ce qu'on vous disait. L'exemple que j'avais vu, il est plus en haut. On avait un exemple qui était communication avec la direction, courriel, rencontre, appel. Communication avec les parents, courriel, appel. On avait imprévu, puis on avait un autre élément qui était tout regroupé dans un seul bloc. Puis on avait une reconnaissance dans un seul bloc de tous ces éléments-là. Donc, je le répète, on vous invite là, à éviter d'aller dans ce sens-là de très gros regroupements dans lequel on perd le détail. Ensuite, au niveau de l'insertion professionnelle qui est ici, là, j'attire votre attention sur celui-là, une obligation, ce qu'on appelle l'annexe 49. Donc, tous les jeunes enseignants qui ont moins de 2 ans doivent absolument bénéficier ou être accompagnés via le programme de mentorat. Et il est prévu à la convention collective que ça doit être reconnu en ATP. Et si on n'est pas capable de reconnaître ce temps-là en ATP, en réduction de la tâche éducative. Okay? Fait que c'est bien important de prévoir que tous nos jeunes enseignants d'insertion professionnelle doivent se voir reconnaître du temps à l'intérieur même de leur tâche. L'objectif, c'est de leur diminuer cette pression-là, que leur insertion, donc leur arrivée dans la profession, se fasse correctement et qu'ils se concentrent sur les éléments importants de cette insertion-là et qu'ils n'abandonnent pas rapidement notre profession. L'étape numéro 2, donc une fois qu'on aura fait notre consultation collective, là, puis on aura placé les grands blocs, la direction, au début de l'année prochaine, va aller vous consulter après ça individuellement. Okay? Fait qu'elle va aller voir Thierry, puis elle va dire, OK, Thierry, là, on va regarder ton horaire cette année. Là, j'ai votre réponse que vous m'avez soumise, j'ai accepté toutes les demandes de modification. Fait que là, on va construire ta tâche pour toi. Donc, la direction consulte l'enseignant en prévision de l'élaboration de sa tâche annuelle. Et pour ça, elle doit tenir compte de 3 éléments. Ça aussi est hyper important. Donc, du résultat qui émane du processus de la consultation collective, c'est comme l'élément de base. On donne un exemple. Tantôt, on a dit, je reconnais à tout le monde, par exemple, 2 récup à tous les enseignants. Okay? Moi, j'arrive, je dis, ben, parfait, moi, 2 récup, là, ça ne le fera pas. Hein? J'ai 6 groupes, j'ai 2 groupes de doubleurs là-dedans pour l'examen ministériel en secondaire 4 en univers social. Moi, je vais demander que tu me reconnaisses 4 récupérations. Puis, comme ça va être beaucoup de besoins qui seront ponctuels, moi, je te demande que mes 4 récupérations, je ne les place pas à l'horaire, parce qu'on peut demander ça, de ne pas les placer à l'horaire et qu'ils flottent. Si ça me tente une semaine de faire un blitz de récup, puis donner 5 récup d'affilée du lundi au vendredi, puis la semaine d'après, j'en fais aucune parce que le gros examen est terminé, ça, c'est moi qui gère ça. Okay? Ça m'appartient à moi. Vous pourriez aussi décider de dire, ben moi, j'aime mieux avoir, mettons, jour 1, 5, 9, absolument à l'horaire, puis ça va être marqué, puis on va l'avertir les parents. Puis je veux m'en garder une flottante au besoin pour des besoins ponctuels. Donc, vous pourrez faire ce type d'aménagement-là de votre horaire, mais aussi de votre tâche. On devra tenir compte des besoins particuliers des élèves. Donc, si vous avez, par exemple, des groupes qui sont particulièrement difficiles, puis par exemple, on vous rejette dans votre cours, vous allez gérer tous les retards, vous allez gérer toutes les retenues. Hein? Puis nous, on n'a pas de TES pour s'occuper de ça. Donc, ça va appartenir aux enseignants de faire l'encadrement auprès des élèves, de faire des retenues. Bien, ça, vous devrez en tenir compte puis l'insérer dans votre tâche. Et le troisième, et non le moindre, c'est la préférence de l'enseignant. À partir de maintenant, vous avez votre mot à dire sur qu'est-ce que vous préférez faire. Ça devrait être un petit peu plus gênant pour la direction de vous assigner à certains comités auxquels vous ne voulez pas faire partie ou de certaines activités que vous ne voulez pas faire partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vous imposer. On doit quand même vous questionner là-dessus. Puis si on n'en tient pas compte, bien, vous indiquer pourquoi. Mais il est quand même possible, par exemple, si tu dis, moi, je ne veux pas faire de la surveillance. Bien, si on a des besoins en surveillance, bien, ça se peut que tu sois pris pour en faire quand même. Okay? On n'est pas 100% responsable de notre tâche, mais on aura quand même ce pouvoir d'influence. Il faut quand même le demander si on veut qu'il y ait des modifications qui se fassent. Si vous dites oui tout de suite à tout, bien, vous comprenez là, qu'on ne peut plus faire appel via le mécanisme que je vais vous présenter tantôt. Donc, au niveau de la consultation individuelle, ça va ressembler à un tableau là, de ce type-là. Qu'est-ce que vous allez rentrer avec le nombre d'heures annuelles. Puis ensuite, vous avez une colonne qu'on appelle le temps récurrent.
Donc ça va être la grande nouveauté. Entre la tâche annuelle et l'horaire, il y aura les éléments qu'on appelle les éléments qui seront récurrents. Fait qu'on va y aller un petit peu plus loin. Autre élément de la consultation individuelle, vous avez vu là, on l'a tout décortiqué en éléments. Donc, vous arrivez ici à votre total de 252 heures. Ça, c'est la portion ATP que vous aurez besoin de faire, qui correspond à notre 7 heures d'autres tâches qu'on faisait avant. Donc, c'est 252 heures sur la base d'une année. Il devrait y avoir cette ligne-là, journée pédagogique pour tout le monde, 108 heures, parce que ça, c'est reconnu d'office à tous les enseignants 20 journées pédagogiques. Et le travail déterminé par l'enseignant, notre ancien TNP, là, notre TP, c'est 200 heures. Fait que lui aussi devrait être dans le tableau automatiquement, ce qui va nous donner un total de 560. Mais ce qui nous importe pour nous au moment de la confection de la tâche annuelle, c'est vraiment le 252 heures qui, lui, se place. Mais il ne doit pas être rempli, je vous rappelle, il y a de la planification, de la correction, de la préparation de cours qui doit rentrer aussi dans cette portion du 252 heures. Ça n'appartient pas qu'exclusivement à la direction. Pour l'instant, pour la confection de l'heure. Là, on a vu la tâche, c'est basé sur un an. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon horaire de travail à chaque semaine? Qu'est-ce qui va rester de l'horaire qu'on a connu? L'horaire sera désormais composé exclusivement de 2 éléments. Donc, tes cours et leçons, difficilement déplaçables, que jour 1, période 1, j'enseigne avec le groupe 44, c'est pas moi qui décide. Je vais recevoir mon horaire de travail, là, avec mes 24 périodes, comme je reçois à tous les débuts d'année. Puis là, je vais le savoir que je me présente au local. Le 252, puis il y a le groupe 44 qui m'attend, jour 1, période 1. Le seul autre élément qui va apparaître ensuite, c'est ce qu'on appelle les activités professionnelles récurrentes. La définition de qu'est-ce qu'une activité professionnelle récurrente, c'est toute activité qui revient de manière précise dans l'horaire, et ce, de manière hebdomadaire ou cyclique. Par exemple, une surveillance effectuée tous les mardis entre 10h45 et 11h, ça c'est un exemple qu'on a mis sur un horaire 5 jours. Ça, c'est une activité récurrente. Une rencontre cycle qui est prévue un mardi aux 2 semaines, entre 15h30 et 16h30, n'en est pas une. Si je le convertis en cycle, à tous les jours 7, de 8 à 9, on a un CCE. C'est-tu récurrent, ça? La réponse, c'est oui, parce qu'à chaque jour 7, toujours à la même heure, on aura une rencontre du CCE. Mais si vous avez, par exemple, la pratique de dire à tous les 3e mardis du mois, on fait une rencontre profil, ça ne peut pas apparaître dans l'horaire. Si ce n'est pas un moment fixe qui est là à tous les cycles, il n'apparaît pas dans l'horaire. C'est ça le grand changement. Fait que théoriquement, ton horaire de travail devrait avoir tes cours et leçons. On va le voir un petit peu plus loin. J'y vais trop vite. Exemple d'activité étudiante. Je vais avoir mes cours et leçons à mon horaire. Je vais avoir mes accueils déplacements. Là, je vous envoie un petit message juste. Là, on a eu une rencontre il y a 2 semaines. Non, la semaine passée, c'était lundi de la semaine passée avec Isabelle. Non, pas avec Isabelle, avec Nathalie. Isabelle va avoir sa rencontre dans quelques semaines pour l'EDA et l'AFP. Ils nous ont dit l'accueil déplacement pour eux autres, tu n'as pas nécessairement besoin de l'inscrire à l'horaire. Et moi, je vous invite à ne pas l'inscrire à l'horaire parce que je sais que Jean-Denis va poser une question sur les coupures de traitement tantôt. Mais on ne sait pas trop comment on va couper nécessairement avec la nouvelle tâche. Fait que moi, j'ai comme l'impression que moins on en écrit dans la tâche, dans l'horaire que l'on a par cycle, le mieux qu'on va s'en retrouver. Okay? Mais mon impression, mais je ne pense pas me tromper. Les surveillances qui seront fixes, bien évidemment, ça, si on t'invite à tous les jours 3 de surveiller sur l'heure du midi, bien ça, c'est quelque chose qui est récurrent. On devra le placer à l'horaire. Si nous avons des récupérations fixes, si nous avons certaines activités étudiantes, qu'est-ce qui pourrait être? Je surveille le gymnase, je surveille la salle de musculation à tous les jours 7 sur l'heure du midi. Bien, ça, c'est récurrent, ça devra être placé. Si, par exemple, le meilleur exemple, c'est par exemple ton gala Méritas, ben, je fais des rencontres, là, ça va être n'importe quand. Hein, ça va être une fois au mois de septembre, 2 fois au mois d'octobre. Après ça, on fait un gros blitz là, au mois d'avril, ça va être 2 fois par semaine. Puis là, 1er mai, par exemple, c'est le gala Méritas, et là, c'est toute la soirée, puis les jeunes toute la journée. Bien, vous voyez, ça module, ça n'apparaît pas à l'horaire. Et si vous avez des rencontres de comité fixes, ceux-là, on se rappelle, c'est ceux qui sont là à un moment fixe à chaque cycle. Fait que ton comité EHDA, s'il se rencontre juste une fois par mois, il n'apparaît pas dans l'horaire.
ton CCE, s'il apparaît à chaque cycle à un moment fixe, lui va y être. Fait qu'au niveau de la consultation, guide à la page 6 et on a sorti exactement la petite ligne du temps. Donc, au terme de ces 2 étapes, mais au plus tard le 15 octobre, chaque enseignant va se voir confier une tâche annuelle et attribuer un horaire de travail par la direction de l'école. Donc, en gros, là, la séquence, c'est qu'on fait notre 5-3-21, notre répartition de tâches qui a été faite dans la plupart des écoles là, la semaine dernière. Donc, on fait notre répartition de tâches. Ça, c'est le premier déclencheur pour commencer la consultation collective. Okay? Donc, annuellement, c'est notre rencontre collective. Donc, cette année, là, si on a fait, par exemple, une erreur, puis on s'est dit, je ne sais pas moi, telle activité, là, Minogami qu'on faisait à JGR, par exemple, à l'époque, on avait prévu, mettons, une reconnaissance de 12 heures, mais que finalement, ça ressemble pas mal plus à 25 heures. Bien, l'année suivante, on pourra faire la correction. Il appartiendra cependant à chaque enseignant, si on vous a reconnu 12 heures, de retourner voir ton boss puis de dire, c'est parce que là, je suis rendu à 10 heures, puis il nous reste encore 2 mois, puis on a 4 rencontres de 2 heures de prévu. Fait que clairement, ça ne rentre pas. Il faut que tu me reconnaisses du temps, puis qu'on ajuste ma tâche annuelle. Ça vous avez à retenir de garder quand même des traces là-dessus. Mais vous pourrez, au niveau de la consultation collective, revoir chaque portion de la tâche annuellement. Ensuite, la consultation individuelle pour l'établissement de ta tâche annuelle. Et au 15 octobre, on te remet ta tâche annuelle et ton horaire de travail qui devrait ressembler pas mal à du fromage gruyère, donc avec toutes sortes de trous dedans. Et c'est comme ça qu'on aime ça. Donc, autres informations. La direction de l'école peut-elle exiger la présence d'un prof à un moment précis de manière ponctuelle? La réponse, c'est oui. C'est celle-là que je faisais référence là, au début de la présentation. Cette disposition-là, elle est dans la convention collective depuis le début. Donc, en tout temps, la direction peut, pour une demande à caractère occasionnel, demander à un enseignant d'être là à un moment voulu. Donc, on dit le préavis doit être suffisant pour permettre à l'enseignant d'être présent au moment voulu. Bon, ça veut dire quoi, ça, être présent? Si, par exemple, je vais te voir à la fin de la 2e période, là, je te dis, hey, il y a une urgence, j'aurais besoin de parler 5 minutes, ça te dérange-tu de passer à mon bureau? Puis toi, là, tu n'as rien de prévu en 5 minutes. Tu peux dire oui. Tu as le droit d'aller dans le bureau du boss, là, puis avoir l'information, il n'y en a pas de problème. Si la direction t'arrive et elle dit, écoute, demain, j'aurais besoin de te rencontrer à la 3e période, j'avais que tu avais une période libre. Mais on se rappelle que maintenant, on a une tâche annuelle. Si la semaine passée, c'était la rencontre de parents, là, ça se peut que tu aies été te mettre un rendez-vous à ce trou-là parce que tu le savais que tu n'avais rien à l'horaire, tu voulais faire autre chose. Bien, tu pourras dire non. Hein, tu as le droit quand même de dire, écoute, si c'est possible, à la place, jeudi, là, j'ai ma 3 de libre, on pourrait-tu faire la rencontre qui est là? Okay? Fait que si on est capable de convenir de quelque chose, c'est toujours l'idéal. Ça, c'est le message. Essayez de convenir d'un temps. C'est sûr que si moi j'arrive et je dis, ben lundi, là, moi, je ne suis pas disponible. Mardi, je ne suis pas disponible. Mercredi, je ne suis jamais disponible. Okay? Ça se peut que la direction dit, écoute, là, Thierry, là, tu n'es jamais disponible, mais il faut absolument que je te parle. Là. Fait que vendredi, à 4e période, je te convoque à mon bureau, tu dois être présent. Et puis effectivement, je devrais être présent à cette rencontre-là. Mais l'idéal, c'est toujours de tenter de convenir un moment. Avec le centre de service, moi, j'ai soulevé ce point-là, de dire que comme l'horaire va varier, c'est nous qui est chargé de respecter cette moyenne-là. Donc, certaines semaines, on en fait plus, d'autres semaines, on en fait moins. Et donc, on prévoit dans nos moments libres peut-être autre chose. Ils nous ont dit que le mot d'ordre qui avait été envoyé aux directions, c'est minimalement un 24 heures de préavis. Okay? Puis de tenter de convenir avec vous autres. Là-dessus, là, les échanges qu'on a eus avec le centre de service, on semblait être pas mal à la même place, de tenter là, de part et d'autre de convenir d'un moment qui est bon pour les 2 personnes. Mais à la limite, à la fin, c'est quand même un pouvoir qui appartient à la direction, je tiens à le préciser. Si jamais on fait une demande à caractère permanent, l'enseignant doit avoir été consulté et à défaut d'entente sur le moment du changement, le préavis doit être d'au moins 5 jours. Donc ça, par exemple, c'est ton CCE qui, on avait dit qu'on avait placé jour 7 de 8 à 9. Par exemple, la direction a dit, ah ben là, les tables de direction vont se tenir, puis là, je n'avais pas vu, mais ça tombe tout le temps les jeudis. Puis, je ne peux pas être là, je ne peux pas être au CCE, il faut que je sois absolument à la table de direction. Je vous propose, membre du CCE, qu'on la déplace plutôt au jour 5.
Okay? Fait qu'il doit vous demander, est-ce que ça vous convient le jour 5 si on le déplace? Puis après, si on n'est pas capable de s'entendre, la direction tranche, puis doit vous donner un minimum de 5 jours avant de mettre en vigueur ces changements-là. Okay? Mais ce serait un exemple d'un changement. C'est très rare. Ce n'est pas au niveau des cours et leçons actuellement que ça se produit. C'est plus au niveau des rencontres de comité. Fameux mécanisme de résolution de difficultés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, moi, je le considère super important dans la nouvelle tâche. Là, ça me donne vraiment, je pense que ça va nous donner une pogne. Le centre de service et le syndicat ont l'obligation de mettre sur pied un mécanisme de résolution de conflits dès la consultation sur la tâche annuelle. Donc, ce mécanisme-là est en vigueur aujourd'hui le 7 juin. Et ce, tout au long de l'année scolaire. Il sera possible de contester une réponse de la direction à une consultation collective. Je pense à une école en particulier qui refuse depuis 2 ans de reconnaître de l'encadrement. Moi, je m'attends que si cette école-là, elle dit au moment de la consultation collective, nous voulons avoir, je vais admettre quelqu'un, nous voulons avoir 1 heure d'encadrement et que si la réponse de la direction, c'est je ne reconnais pas ça de l'encadrement à mon école, je m'attends à ce qu'un enseignant de cette école-là m'appelle et dise moi, je te demande, Thierry, de mettre en place un mécanisme. Tu iras à la commission scolaire, tu iras contester la décision de la direction. Fait que le mécanisme n'est pas compliqué. Il doit y avoir minimalement un prof qui fait une demande de mise en œuvre du mécanisme en produisant un exposé écrit de la situation. C'est marqué en avisant le syndicat et le CSSMI, mais si vous m'avisez moi, évidemment, ou Isabelle, qui sera le pendant pour le secteur de la FP et de l'EDA, c'est nous qui allons informer le centre de service que nous avons une demande de mettre en place un mécanisme. Le fameux mécanisme s'applique aussi au moment de la consultation individuelle. Donc, toi, à titre d'enseignant, si tu n'es pas satisfait de la réponse de la direction, à ce moment-là, tu as le droit de contester ton horaire à toi. Okay? Fait qu'on peut le contester au niveau collectif, mais on peut aussi le contester au niveau individuel. Si, par exemple, l'exemple que je donnais tantôt, je ne me rappelle plus c'était au niveau de quoi, mais si on t'avait reconnu, par exemple, un 12 heures sur un travail qui en prend à peu près 25, tu informes ta direction qu'on te demande encore 4 heures de présence, donc bien au-delà de ce qu'on t'avait reconnu. La direction a dit, moi, je ne te reconnais pas plus. Je vais muter quelqu'un. Voilà. Donc, si on te demande de participer alors que le temps qu'on t'avait reconnu, on va au-delà, tu pourras à ce moment-là contester la direction de la direction, puis tu nous avises. Puis à ce moment-là, on va se réunir avec le centre de service pour tenter de trouver une voie de passage. À moins de circonstances exceptionnelles, ce comité-là se réunit dans les 5 jours de la demande, la réception de la demande. Donc, l'objectif, c'est d'aller assez rapidement, de ne pas faire traîner ça pendant des semaines de temps. Donc, comment ça va fonctionner? Le comité va analyser la situation qui sera soumise, va demander des informations complémentaires aux besoins, puis nous, on va faire des recommandations au centre de service en vue de résoudre les difficultés. Après, le centre de service va prendre ce qui sort du comité, va informer par écrit la direction, le comité et l'enseignant concerné de sa décision. Okay? Fait que la décision, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, nous, on reconnaît qu'effectivement, là, il ne devrait pas y avoir de l'encadrement. La direction elle a le droit de ne pas reconnaître de l'encadrement parce que les élèves sont tous parfaits dans cette école-là, puis ils ne brisent jamais les règles qu'on a mis à l'agenda. Donc, pas de problème dans cette école-là d'avoir de l'encadrement. Et il y aura ensuite une étape suivante. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Si le syndicat est en désaccord avec la décision du centre de service, qu'il ait déposé ou non un grief sur les objets visés au présent article, il peut alors référer la situation au Comité national de concertation. Donc, moi, là, à ce moment-là, j'appelle à FAE, puis je dis, moi, là, je demande que vous traitiez du sujet de l'encadrement à l'école X à Québec directement. Okay? Donc là, ça va sortir à Québec, puis c'est Québec qui va déterminer un petit peu là, comment ça va descendre dans ma chaîne. Le syndicat peut toujours déposer un grief, ça ne nous empêche pas de déposer un grief. Cependant, on ne pourra pas le référer en arbitrage, on ne pourra pas aller devant un arbitre tant qu'on n'a pas utilisé le mécanisme, à moins que les parties locales en conviennent autrement. Par exemple, notre notion d'encadrement. Si la commission scolaire disait, le centre de service disait, nous, là, on ne reconnaît pas ça, l'encadrement, dans toutes les écoles du centre de service, on ne reconnaît plus ça. OK? Fait que là, je dis, moi, je vais faire appel à Québec. Faites appel à Québec, nous, on ne changera pas d'idée. OK? Est-ce que vous êtes prêts à aller faire trancher ça devant un arbitre? S'ils me répondent oui, nous, on serait prêts à aller devant un arbitre,
Puis moi, je suis prêt à aller devant un arbitre parce que je suis persuadé que c'est une exigence de la convention collective et de la LIB d'avoir de l'encadrement dans la tâche d'un prof. Bien là, à ce moment-là, on peut aller directement devant un arbitre et demander que l'arbitre tranche la situation qui est problématique. Donc, c'est pour ça que les mécanismes vont donner quand même un certain pouvoir aux enseignants. Parce que pour ce qui est du mécanisme qui est en place au niveau du volet EHDA, toutes les demandes que l'on reçoit annuellement de mettre en place ce mécanisme-là se règlent toujours au niveau local. C'est-à-dire, on s'en va au centre de service, le centre de service accompagne la direction, libère des moyens, donne du soutien, puis accompagne cette direction-là pour être certain que ça ne se rende pas à Québec. Parce que vous savez, notre commission scolaire, elle est très, très, très soucieuse de son image. Et je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut en tirer un avantage. Évidemment, là, si c'est justifié. Donc, ça finirait la portion de la présentation.